bonsoir, moi je suis Stéphane Totuy. Je suis potentiel candidat à la présidentielle. Je dis potentiel parce que, comme vous savez, il y a un déni de démocratie ici en France. On freine chaque candidat qui veut porter une idée, qui veut porter un vent nouveau. On nous met 500 parrainages. Ok, on peut accepter les 500 parrainages, mais respectons la démocratie, que ce soit anonyme. Là, ça donne encore plus de force à l'élu qui nous transmet. Mais non, il y a un certain président de la République qui s'appelle Hollande, qui a décidé de le rendre plutôt barreau de Paris, transparent, affiché sur le site du Conseil économique, du Conseil constitutionnel. Dommage pour nous, les petits candidats, comme certains aiment nous appeler. Il faut qu'on affiche celui qui va nous donner un parrainage. Ce qui fait que ces derniers refusent d'être affichés, refusent de transmettre des parrainages, et donc là bloquent la démocratie. Il y a 42 000 élus en France qui peuvent donner des parrainages. Si on divise les 42 000 par 500 signatures, on a près de 80 candidats qu'on peut avoir. 80. Or, aujourd'hui, tous ceux qui veulent être candidats ne sont que 36. Donc, vous voyez la marge qu'il y a. Pourquoi on ne donne pas la possibilité aux citoyens de choisir le candidat qu'ils veulent? On refuse. On dit non parce qu'il y aura des troubadours, des fanfarons, des illuminés. Mais ils oublient une chose, c'est l'audace, c'est le rêve qui construit un monde. Lorsqu'on ne rêve pas, on ne peut pas construire un monde. Sinon, on va dans les ténèbres, hein, je crois, puisqu'on n'a pas d'idée, tout est noir pour nous. Mais lorsqu'on croit quelque chose, on va jusqu'au bout de son rêve. Donc pourquoi refuser à ce que la démocratie s'applique? C'est pourquoi j'ai dit la démocratie est morte en France. J'ai choisi de faire ce meeting aujourd'hui aussi pour une valeur. Je défendais et je continue à défendre et je vais défendre encore le monde de la ruralité, le monde périurbain et les humains. Et tout ce qui aide les humains à vivre. Ce qui veut dire l'alimentaire, l'éducation, la santé, les transports. C'est ce qui permet à l'humain de pouvoir vivre et de se mouvoir. Mais ce jour, j'ai choisi aujourd'hui, c'est parce que c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Et comme tous les candidats partent au salon de l'agriculture pour se pavaner, pour mentir, je dis bien mentir au monde rural, moi je dis non. Je préfère venir parler à des humains, expliquer pourquoi je me présente, pourquoi je voulais défendre une vision de la France et pourquoi je m'engage encore plus. Parce que l'humain avant tout. Aujourd'hui, les partis politiques ne parlent que de score. Mais où est l'humain dedans? Le président de la République, Macron, aujourd'hui, ne parle que de chiffres. Mais où est l'humain? Quand on voit les personnes qui vont dans les rues manifester et qui n'écoutent pas, où est l'humain? Quand ils décident de supprimer la liberté de chaque citoyen en imposant le pass vaccinal, où est l'humain? Moi, non. Quand je discute avec quelqu'un, quand je veux faire avancer un projet, je n'impose pas. Nous faisons un accord. Comme Olivier l'a dit, quand on est avec des enfants, qu'on apprend aux enfants à pouvoir lire et écrire, on se met au niveau de l'enfant pour comprendre les blocages. Mais si on veut avancer avec une société, la société française, donc on n'écoute pas la population pour comprendre le blocage, où allons-nous? Et moi, je me refuse à cela. Parce que je me dis, on ne doit pas vivre dans une fatalité. Il faudrait qu'on puisse encore rêver. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans même, je dirais, les Français n'arrivent plus à rêver. Aujourd'hui, on est plutôt dans qu'est-ce que j'aurai demain? Comment je vais pouvoir vivre? On regarde les fins du mois. Est-ce que le salaire est passé? Est-ce que mes rentes sont là? Est-ce que... Non, arrêtons. C'est pour ça, dans mon projet humain que j'ai, je vais de l'enfance, donc de la naissance de l'enfant, pour pouvoir grandir avec l'enfant jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Et à la naissance, je mets
un élément essentiel pour les citoyens, c'est-à-dire avoir le permis de parentalité. Quand je dis ce mot, ça choque. Pourquoi il dit le permis pour avoir un enfant? Mais le permis pour avoir un enfant, c'est simplement un document pour dire, ce document te donne toutes les clés pour pouvoir aider ton enfant à grandir sereinement. C'est-à-dire l'accompagnement dès le ventre de la maman, avec tout ce qui est contrôle de sage-femme et autres, jusqu'à ce qu'on arrive à la naissance pour l'accompagnement dans un quartier en disant, dans ce quartier, il y a des personnes qui vivent des situations, tu peux te rapprocher de ces personnes parce qu'elles peuvent t'accompagner quand ton enfant a des coliques, quand ton enfant n'arrive pas à faire ses dents, tu as une famille. C'est ce qui manque ici en France. On vit dans l'individualisme. En Afrique, comme en Amérique du Sud, on prône la famille. Mais en France, on ne prône plus la famille. Dans les années 80, on avait ce qu'on appelait la maison familiale. Tout citoyen en France retournait à la campagne, dans la maison familiale, pour aller rencontrer les grands-parents, souvent pour aller faire les emplettes, parce qu'on partait dans les champs pour récupérer quelques produits qu'on ramenait en ville. Mais dans les années 90, tout cela est terminé. On a oublié cette vie, comme si le monde avait changé, et le monde était plutôt urbain que périurbain ou rural. Et moi je dis non. Non. Moi je veux revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire retourner à la jeunesse de la France, cette France qui nous fait tant rêver, que beaucoup ont défendu, beaucoup ont perdu la vie pour défendre cette France, où on vivait bien et on était heureux. Je peux aussi permettre à ce que certains politiciens, parce qu'ils n'ont pas d'arguments, n'ont pas de solution, veulent diviser la France, diviser les citoyens. On a ceux de l'extrême droite, avec un certain Zemmour, une certaine Marine Le Pen, qui se croient propriétaires de la France, propriétaires d'une pensée unique. Moi, j'ai dit non. La France, elle est tricolore. Le bleu, blanc, rouge a une signification. Le sang versé pour la patrie. La nature, la verdure, le monde paysan et la noblesse. Ce sont les trois qui caractérisent le bleu, blanc, rouge. Mais aujourd'hui, rajoutons encore là-dessus la vie humaine. Elle a de l'importance. Et quand je dis la vie humaine aujourd'hui, en ce jour où je parle, imaginez que dans un pays, un président a décidé d'envahir un autre pays parce qu'il veut protéger les intérêts de sa population et de son pays. Et nous, ici, nous ne pensons plus à l'humain pour pouvoir défendre l'humain. On pense plutôt à des intérêts économiques. L'intérêt économique est bien beau, mais ça nous porte à quoi? Puisqu'aujourd'hui, moi en tant qu'élu d'opposition dans cette ville, même si je suis dans la majorité, on vit tous cette même difficulté. On ne crée plus de nouveautés. On ne fait que colmater ce qui existe. Souvent, je demande à la mairie, même à toutes les mairies, combien de logements sociaux vous avez encore construits depuis plus de 30 ans? Ah non, mais non. Vous ne faites que améliorer les logements qui existent. Rien n'est recréé. Et on parlait il y a 40 ans de cela, on critiquait en disant non à l'exode rural. Ramenons les gens dans la ruralité. Il faudrait rester toujours dans les campagnes. Non à l'exode rural. Mais aujourd'hui, l'exode rural est à fond. Les campagnes sont vides. Pourquoi? Pas parce que les gens ne veulent plus vivre dans le monde rural. Simplement, le service public a fui le monde rural. Le minimum pour pouvoir vivre dans le monde rural a disparu. Il n'y a plus de médecins. C'est pour ça que j'ai regardé un documentaire où j'ai rigolé. Il y a un agriculteur qui dit, vous savez, dans ma ville, il y a plus de vétérinaires que de médecins. Donc je crois que je vais devenir un animal pour aller me faire soigner par un vétérinaire. Vous voyez ça? Jusqu'où on part? C'est aberrant. C'est méchant. Et moi, je ne veux plus vivre cela. Quand je n'étais pas encore marié, quand je n'avais pas encore d'enfant, je n'avais pas cette vision. Parce qu'on dira,
quand on est célibataire, on est égoïste. On pense d'abord à soi. Comment vivre, comment dépenser, comment s'amuser. Mais lorsqu'on a des enfants et qu'on est marié, on pense au patrimoine. Qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais laisser? Et moi, c'est cette valeur que je vais défendre. Je vais laisser quelque chose à mes enfants pour que demain, ces enfants puissent dire « Papa s'est battu pour nous. Nous méritons. » C'est la même chose qu'on voit au 11 novembre. Quand on va au monument aux morts, on dit « Ces derniers sont battus pour nous, pour notre liberté. » Pourtant, on ne les connaît pas. On est fiers d'eux. J'aimerais que chacun d'entre nous, on soit fiers de nous dans quelques temps. Quand on dira, effectivement, l'extrême droite a voulu couler la France, mais des citoyens se sont relevés pour dire non. L'extrême gauche voulait dilapider tous les deniers de la population. Il y a des citoyens qui sont levés pour dire non. Arrêtez cette division de gauche-droite. Pensez à l'humain. Parce que c'est l'humain avant tout. Quand vous prenez des personnes âgées qui vivent dans des EHPAD à 3 000 €, allez, je suis gentil, 1 600 € par mois. Mais pourtant, cette personne a une retraite de 600 €. Dites-moi comment elle paye les 1 000 € supplémentaires. Vous voyez que c'est comme une pompe Afrique. On cherche à hypothéquer la vie de cette personne. Souvent, on lui dit, ben oui, comme tu as vraiment travaillé, tu prends ta retraite, tu as droit à prendre un petit crédit pour prendre une voiture pour se déplacer. Cette personne ne peut même plus bien conduire, mais on force encore à ce qu'elle consomme. Nous sommes dans une société de consommation. Et moi, je dis non. Le minimum de la retraite que je vais fixer en taux, c'est que quelqu'un qui part à la retraite a 1 000 € par mois. Et ces 1 000 € seront mis, s'il va en EHPAD, directement, c'est le montant de l'EHPAD qui va payer, pas plus. Ce n'est pas du commerce. L'être humain n'est pas une marchandise. Ce sont des êtres humains. Regardez les médecins. Vous allez rigoler encore avec les médecins. Quand vous allez dans l'hôpital public, le médecin vous reçoit. Il vous ausculte. Il termine, il dit, bon, pour encore pousser l'étude, je t'invite à aller dans cette clinique. Et tu iras dans la clinique, on va pouvoir te soigner. Et quand tu es dans la clinique, c'est que les dépassements d'honoraires. C'est bizarre, hein? Comme si dans l'hôpital public, on n'a pas de scanner, on n'a pas d'IRM. Comme si dans l'hôpital public, on n'a pas de bons médecins. Tout le monde préfère aller dans le privé. C'est pour ça, le désert médical qu'on vit, c'est à cause de tout ça, ces dépassements. Et si on remettait de l'ordre dedans? Et si on ramenait à l'éthique? Parce qu'ils ont fait le serment d'Hippocrate en disant qu'ils vont servir, défendre la vie humaine, alors qu'ils le fassent aussi dans la réalité, dans le monde rural, parce qu'il y a des vies humaines là-bas. Et c'est ça que je veux défendre. C'est cette vision de la France que je veux défendre. Je veux défendre aussi, comme je dis, je prends l'enfant dès la naissance à ce qu'il grandisse. Donc ce qui veut dire de la maternelle jusqu'à l'entrée à l'université. Je dis bien la maternelle, l'entrée à l'université. L'école publique sera gratuite, comme a été défendu au préalable par des personnes qui ont voulu que l'éducation, l'instruction civique, l'instruction nationale soit obligatoire et gratuite. On est dans une école ici qui s'appelle Jean Jaurès. Comme par hasard, je dis bien, j'aligne toujours tous mes éléments avant de me lancer. Si j'ai insisté à avoir cette salle à Jean Jaurès, parce qu'en 1884, quand Jean Jaurès a dit « Je veux l'école gratuite pour chaque citoyen », c'était là, ici, comme là aujourd'hui nous sommes dans une école. On n'est pas dans une salle, n'importe quelle salle, dans une école. C'est pour ça que quand j'ai dit à Olivier, viens, tu vas faire ton début, je lui dis, tu es dans une école, l'instruction. Et on a tellement galvaudé ce mot en disant éducation nationale, éducation nationale. On n'éduque pas un enfant à l'école, on instruit un enfant à l'école. L'éducation obligatoire, c'est les parents qui doivent donner. Donc ramenons cette éducation aux parents, devant les responsabilités des parents, afin qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils engagent la nation avec elle.
Mais nous n'allons pas être en retard, ou bien on ne va pas abandonner cette population. On va pouvoir l'accompagner. On va pouvoir l'assister. Mais maintenant, on ne va plus dépenser pour dépenser. C'est pour ça que je dis l'école sera gratuite. Tout ce qui est, on va dire, bouquins, cahiers, autres, sera donné totalement gratuitement aux enfants. Je ne donnerai plus l'occasion à des entreprises privées de s'enrichir sur le dos de l'État, mais le dos des familles, et surtout des familles qui sont dans le besoin, n'ont pas assez d'argent. Mais bon, comme on le dit souvent, l'Artage le dit, on ne s'enrichit que sur le dos des pauvres, et pas sur le dos des riches. Et moi, je ne vais pas m'enrichir sur le dos des pauvres, je ne vais pas aussi faire la valorisation des riches, mais je vais juste être dans l'équité et être équitable avec la nation. Parce que c'est notre argent tous que nous cotisons à travers les impôts, directs ou indirects. Mais si nous lançons encore plus cela, dès que l'enfant part à l'université, pour éviter qu'il aille travailler et qu'on perde la connaissance ici en France, j'octroie aussi une bourse de 1 000 € à l'enfant pour ne plus aller travailler. Mais quand je dis ça, tout le monde me dit oui, mais tu donnes, tu prends l'argent où? Mais je rappelle que l'argent existe, sauf qu'elle est mal aiguillée, elle est mal dépensée. Aujourd'hui, vous pouvez concevoir que dans une commune, un maire, pour pouvoir se faire élire, pour pouvoir se faire aimer de sa population, va organiser une fois par mois un petit cocktail, une petite réunion publique, et on lance 300 000 €, 200 000 € ici, 50 000 € ici, 20 000 € par là. Mais pourquoi? Pourquoi? Avons-nous besoin de pouvoir faire une petite gâterie comme ça? Non. Reprenons cet argent, embauchons les personnes, faisons travailler la nation, construisons notre nation. Aujourd'hui, le rêve américain, tout le monde parle. Oh, les États-Unis, oh, l'Amérique. Ayons le rêve français. Rêvons ici, aimons la France. Travaillons pour notre pays. Certains nous disent que ce n'est pas notre pays parce que quoi? On est noir, on est arabe, on est jaune, qu'on soit caucasien, afro-ascendant, afro-descendant, américain ou autre. On est français, au même titre que tout le monde. On défendra cette République. Quoi qu'il arrive, si aujourd'hui Poutine dit j'attaque la France, on ne regardera pas ma couleur de peau. Mais on dira t'es citoyen français, tu as moins de 60 ans, au combat. Alors pourquoi aujourd'hui vouloir regarder la couleur de ma peau? Et quand j'entends certaines personnes de l'extrême gauche qui disent oui, il y a trop de riches en France, il faudrait plus encore prendre sur leur argent. Mais ils ont travaillé diante pour avoir cet argent. Pourquoi veux-tu encore prendre sur eux? Au lieu de ponctionner sur les riches, trouve une solution pour pouvoir encore plus enrichir toute la population. C'est ça la solution. Ce n'est pas de prendre dans la poche de l'un pour mettre dans la poche de l'autre. Mais c'est de pouvoir travailler à trouver des solutions. J'aime souvent rigoler en disant les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Allons plus et trouvons ces chercheurs qui cherchent. Parce qu'avant, on avait cette fierté du cocorico en disant oui, Marie Curie, c'est chez nous. Où est encore d'autres Marie Curie? Ça fait longtemps qu'on ne trouve pas. Ah oui, on a un autre qui n'est pas Marie Curie, mais qui fait vraiment l'honneur à la France. C'est Pasquier. Il a rêvé tout petit d'être astronaute. Il est astronaute, il fait la fierté française aujourd'hui. Mais ayons d'autres. Arrêtons de mettre les enfants dans des carcans. Ben oui, comme il est noir, ouais, bon, il a le rythme dans le sang, oui, sportif, ça va, allez, au foot. Allez, va jouer, allez. Bon, oui, lui, il est un peu intelligent, oui. Bon, c'est un beau petit caucasien, belle famille, tout. Allez, allez là. Non, arrêtons ça. Diantre. Arrêtons ça. Donnons l'égalité des chances à tout le monde. Moi, je me bats pour l'égalité des humains, mais surtout l'égalité hommes et femmes. Parce que, comme je l'ai dit, à travail, à formation, à compétence égale, à salaire égal. Ça, je ne peux pas aller en arrière. Parce que je me dis, si une femme travaille, comme on dit oui, parce que souvent, elle peut enfanter, donc du coup, on peut prendre des congés, tout. Mais quand elle enfante, elle a bien enfanté avec un homme.
doit aussi pouvoir profiter aussi des mêmes droits qu'elle. Donc le même salaire. S'ils partent en vacances, on ne dira pas, ah ben oui, mais chérie, bon, comme toi tu travailles, que tu as 7 000 € par mois, et que moi j'ai juste 1 000 € par mois, ben c'est toi qui payes. Non. C'est la carte bleue familiale. Donc c'est les deux qui dépensent. Donc pourquoi ne pas mettre la même égalité? Alors, soyons justes. Je vais sur le côté de la santé. Avant, dans la ruralité, il existait quelque chose qui était vraiment efficace. Ce qu'on appelait des infirmières généralistes, qui commençaient à donner les premiers soins et qui orientaient souvent les malades vers les dispensaires, vers les hôpitaux. Vu qu'on a une pénurie de médecins dans la ruralité, pourquoi ne pas former ces anciennes infirmières ou sages-femmes qui sont dans des hôpitaux en les ramenant dans la ruralité pour faire ce premier service de base? Mais en faisant ça, pour qu'elles ne soient pas seules, je ramènerai tout ce qui est économique et administratif sur chaque territoire. Parce que les ministères, comme par hasard, Paris a tous les ministères, a tous les fonctionnaires, on a tous les problèmes pour avoir des documents quand on est à Paris. C'est bizarre, hein? Je veux un document, je veux une subvention. Oui, allez-y à tel ministère. Quand on arrive, oui, bonjour, oui, je voudrais, oui, aller à tel service. On nous oriente. Ou bien, faites un courrier en recommandé. Mais si je dois faire un courrier en recommandé, pourtant je suis à Paris. Donc, je ramène toute l'administration partout, dans toute la France. Là, mon recommandé aura une valeur. Donc, je vais mettre tous les services publics dans toutes les communes de plus de 30 000 habitants. Je ramènerai là-bas des unités. Et ce qui fait que toute personne qui veut un document administratif pourra facilement avoir accès à ce ministère et à pouvoir discuter avec les gens dans ce ministère. Je vais parler maintenant du pouvoir d'achat. Ah, ce pouvoir d'achat qui est très cher aux Français et à tout le monde. Le pouvoir d'achat, certains disent, oui, si on mettait 100 € sur le salaire, sur le SMIC, si on mettait ceci, ben, si je mets 100 €, si je réévalue les salaires à la hausse, que je mets encore plus de taxes, ça sert à quoi? À rien, puisque je te ramène toujours à la même vie que tu avais avant. Mais si je ramenais, en faisant bien des recherches dans chaque domaine d'application, en regardant où nous pouvons récupérer de l'argent, en regardant où nous pouvons donner de l'argent, je pense que le pouvoir d'achat sera encore plus efficace. Je vous montre un exemple typique. Vous prenez un supermarché, un hypermarché, un centre commercial. En moyenne, entre 42 et 58% des marchandises sont mises à la poubelle à cause de la fameuse DLC, date limite de consommation. Les supermarchés, les hypermarchés sont obligés d'aller acheter à bas prix ou souvent ils cassent les prix auprès des agriculteurs pour pouvoir produire en masse et donner à des prix accessibles à tout le monde. Et quand j'entends ça, je me dis oui, c'est bien les prix accessibles à tout le monde. Mais juste une question. Il y a 30 ans, 40 ans de cela, les commerces des centres-villes, les gens ne pouvaient pas se servir dedans, ils ne pouvaient pas manger. Ils pouvaient manger. C'est accessible à tout le monde. Mais pourquoi aujourd'hui on dit que c'est les supermarchés qui sont accessibles à tout le monde et plus les commerces de centre-ville? Mais c'est normal. Le commerce de centre-ville ne faisait pas de gaspillage. Quand il achetait une marchandise, il revendait cette marchandise aux citoyens. Or, les hypermarchés achètent une marchandise et redonnent simplement 50% aux citoyens et l'autre 50% à la poubelle. Mais non, le pouvoir d'achat, c'est là. Celui qui part à la poubelle, il faut récupérer. Et pour que l'État ne dépense plus de l'argent à tout va, mais pourquoi on ne récupère pas tous ces produits pour les mettre dans les cantines scolaires? Les cantines, on va dire de l'armée, de la police, des centres pénitentiaires, les EHPAD, comme je l'ai dit, si je dis 1 000 € de revenus et que 1 000 € je dois payer mon internement dans l'EHPAD, mais que je donne de la nourriture encore gratuitement, je suis désolé, la personne vivra mieux, même longtemps, et en plus de cela, elle ne dépensera pas assez, elle va pas endetter sa famille.
Donc elle n'aura pas ce stress. Et quand vous prenez encore des pêcheurs qui vont prendre une matière naturelle dans la mer et par rapport à ne pas casser le coût du marché, obligés de verser de la chaux ou du javel dans le reste des poissons qui n'ont pas été vendus à la criée. Ah, c'est bizarre. Tout ça peut être utilisé. Et c'est pour ça que je dis ce pouvoir d'achat, il est à notre portée. C'est simplement la manière de consommer qu'on doit revoir. Comment je peux comprendre qu'un produit dans un hypermarché, vous arrivez, faites l'expérience. Hein. Vous arrivez, le produit, on va dire, ok, c'est du lait pasteurisé. Le même lait à côté, c'est un autre nom. C'est un autre nom, tout. Et quand vous allez, tous ces trois produits ont été produits dans la même industrie. Mais simplement, c'est trois clients différents. Pourquoi? Revoyons ça. Revoyons ça. C'est de l'économie qu'on pourra faire, mais surtout on pourra permettre à chacun de vivre bien et en bonne santé et de consommer des bons produits. Quand on parle d'obésité, oui, c'est parce qu'ils prennent des produits de première, on va dire de première qualité, qui sont truffés d'eau, beaucoup de gras, tout. Oui, d'accord. Mais si on veut arrêter ça, produisons un seul produit. Un produit qui sera un produit français. Et que nous allons nous battre, au lieu de nous battre sur le marché français, on va se battre sur le marché international. Donc voilà, c'est des petits apports comme ça qu'on peut prendre pour faire avancer et faire évoluer les mentalités. Maintenant, je vais aller sur le côté, parce que souvent, beaucoup de journalistes me ramènent dessus, parce que je crois que mon bronzage est tellement bien parfait, qu'on me ramène toujours sur le côté, comme tu es bien bronzé, parle-nous de l'Afrique. Je vais parler de l'Afrique, mais pas de l'Afrique là-bas. Puisque comme je le dis souvent, et je me le répète à chaque fois, je suis d'origine africaine, oui, mais je suis français. Je n'ai pas à aller diriger l'Afrique. Je n'ai pas à aller guider les panthères en Afrique. Je suis là pour pouvoir mettre de la coopération. Et mon outil que je vais utiliser pour faire cette coopération s'appelle la francophonie. Aujourd'hui, la francophonie est connue que sur le côté culturel et sportif. Ah, c'est bizarre, c'est que les deux. Culturel et sportif. D'accord. On peut nous dire oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Ah, si, il y a une équivalence. Le Commonwealth. Lui, c'est le côté économique, industriel, écologique, politique, judiciaire, et j'en passe. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas avec le côté de la francophonie? Ah oui, c'est vrai. C'est que dans la francophonie, on a beaucoup de pays qui étaient nos colonies. Des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Donc c'est dur de les avoir au même pied d'égalité. Il faut encore les abaisser pour leur dire non. Vous n'êtes pas encore prêts. Moi je dis non. Si on aime l'humain, si on aime la France, c'est qu'on aime les colonies, les anciennes colonies. Donc on doit travailler autrement. Main dans la main pour être une vraie puissance mondiale. Quand j'entends que oui, la France est la 5e puissance mondiale, oui, non mais elle est passée peut-être 6e puissance mondiale. Puissance, quelle puissance? Ah non, ça c'est économique, c'est pas militaire, c'est pas... Ah ben non, arrêtons. Arrêtons. Pourtant, quand on dit les États-Unis, première puissance mondiale, oui, c'est quoi économique? Oui, non, économique, militaire et tout. Ah d'accord. Et la Russie, la même chose. Ah d'accord. Et la Chine, la même chose. Ah d'accord. Et l'Angleterre, oui, à peu près la même chose. Et la France, non. Il y a des domaines où elle est première, d'autres domaines elle est troisième, d'autres domaines elle est sixième. Non, non, soyons tous dans le même pot comme les autres. Et pour le faire, comme on le dit, travaillons main dans la main, en utilisant nos anciennes colonies en tant que partenaires, en permettant à ces derniers de se développer, en permettant à ces derniers de ne plus venir mourir dans la Méditerranée, ou de venir vivre ici, dans la rue, en dormant ici dans nos portes. Quand on passe en voiture, on les voit, on dit « Ah, les pauvres !» Mais les pauvres ne sont pas pauvres. Ils étaient riches quand ils étaient chez eux. Et donc, on est resté riches. Et nous, on va pouvoir s'enrichir en travaillant avec eux. C'est ça aussi mon combat. Et c'est pour ça que je dis, on peut le faire. Même si je ne peux pas être candidat à la présidentielle, que je n'ai pas les signatures, j'ouvrirai ma belle gueule pour dire toujours, on doit se battre. Arrêtons d'être spectateurs, soyons des acteurs. On peut le faire.
Si demain des gens veulent être députés, qu'ils se lèvent dès maintenant, on va les aider à être députés. Tu veux être député européen, on va les aider pour être député européen. Ils veulent être des candidats aux municipales, législatives et autres, on va les aider. Parce que je mettrai un autre appareil politique en place qui va me rappeler quelque chose. Une chanson de Charles Trenet qui commence toujours en disant « Douce France ». C'est comme ça que je vais appeler ce parti politique. « Douce France ». Qui n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre, mais qui applique ce que moi j'appelle communément la laïcité politique. Parce que dans la laïcité politique, on regarde ce que l'être humain, le citoyen peut apporter à la France. On ne regarde pas la philosophie qu'il a. Parce que cette philosophie, chacun l'a. Parce que comme on dit politique, la gestion du quotidien de chaque citoyen et du bien commun. Donc si cela est appliqué dans le bien commun, je suis désolé, hein, quand je prends certains pensants qui disent « Oui, il faut être seulement de gauche ou de droite ». Je dis « Oui, mais à l'époque, quand je vous disais ça, vous me dites non ». Macron est venu, il a dit « Je suis ni de gauche ni de droite, mais il est passé ». Ah, c'est vrai, il était ministre, il avait de l'argent. C'est pour ça. Maintenant, arrêtons cela, d'être hypocrite. Travaillons main dans la main à construire cette France que nous aimons tant. Et je sais qu'on va pouvoir le faire. Et on le fera tous et tout ensemble. Mais je reviens sur le côté parce que je suis bien bronzé. En prenant ça par rapport à l'Afrique. Si on met la francophonie en travaillant le côté judiciaire, économique et industriel, remarquez quelque chose. On va pouvoir appliquer le même référentiel économique qu'on appliquera en Europe comme en Afrique. Donc, en Afrique, on ne pourra pas dire les Français sont venus nous voler, puisqu'on n'applique le même référentiel. Donc, si je suis dans ton pays et que je fais, on va dire, des industries, que je prends de l'or du diamant, demain tu me dis oui, tu me voles. Non, Coco, la même chose que toi, j'ai eu le droit d'ouvrir une société, d'utiliser le même système, tu n'es pas content, tu as le droit de saisir le tribunal de commerce pour pouvoir m'acquitter ou bien faire ce que tu veux. Ça permettra de dire oui, on est dans un pays d'équité, un pays où on respecte la justice. Parce que quand je regarde dans le monde, pour faire peur à certains tyrans, on dit oui, il y a la CPI, la Cour pénale internationale. Mais les États-Unis disent, ah non, nous on n'est pas dedans, hein. C'est entre vous les Européens. Mais en Europe, dites-moi, combien de dirigeants sont passés à la CPI? Parce que pas, hein. Un pays de l'Est, là, non? Il n'y a pas un président de l'Est, là. Si, un pays de l'Est, parce que tout simplement, c'est la Yougoslavie, tout, parce que, voilà, parce que il a voulu juste se rebeller contre l'Europe, parce qu'il y a eu son pays qui était envahi, et donc le Kosovo, donc il a dit non, 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 donc on a dit, bon, comme toi, tu veux jouer le costaud, c'est pays. Pour donner un exemple au reste du monde. Mais si on remet une vraie justice, comme nous avons une vraie justice dans notre pays ici en France, pour vous dire, quand j'ai saisi le Conseil d'État qui me dit je ne peux pas aller contre le Conseil constitutionnel, c'est lui qui protège notre Constitution. C'est à eux de se désavouer. Vous voyez que tout est respecté. Donc pourquoi ne mettons pas cela au niveau international avec la francophonie? Là, quand on dit oui, je vends mon produit à tel prix, et que l'autre dit non, non, tu dois vendre à ce prix, ah ben c'est simple, on saisit la juridiction supérieure pour nous pour décider. Là, on est dans un combat, on va dire, d'équité équitable. Et ça, on pourra le faire et pouvoir le vendre partout. Parce qu'on aura un seul élément en commun, c'est le français, d'où la francophonie. La culture française, la langue française. Et ça, c'est important. Parce que quand on ne fait pas cela, aujourd'hui, ce mal se répercute dans nos rues, à travers nos enfants, à travers ce qu'on vit. D'où certains utilisent le fait que je suis trop bronzé pour faire des contrôles aux faciès. Quand on le dit, certains disent oui, non, je l'ai vécu le contrôle faciès. Moi, je ne prends pas en me victimisant, mais j'ai simplement expliqué au policier qui me l'a fait, as-tu le droit de le faire? Il dit oui, il a le droit parce qu'il représente l'autorité. Il dit d'accord, tu as le droit de le faire le contrôle faciès. Est-ce que j'étais menaçant?
Non, vous n'avez... Je dis, non, est-ce que j'ai été menaçant? Parce qu'il faut être d'abord menaçant pour que vous me fassiez un contrôle. Parce que vous n'êtes pas là pour pouvoir faire la guerre, vous êtes plutôt un gardien de la paix. Un gardien de la paix doit voir que je dois circuler en France en toute quiétude et je ne dois pas avoir de problème. Mais si je suis menaçant, c'est là où vous devez agir. Et quand vous agissez comme ça, c'est parce que vous utilisez le terme force de l'ordre. Et moi, je ne veux pas. Il dit à toi qui es trop intellectuel, au revoir. Et c'est simple. J'ai réussi à dire ça parce que tout simplement, j'ai eu une instruction à l'école. Je me suis formé au fur et à mesure. Mais comme les jeunes dans les quartiers ne l'ont pas, d'où il faut les aider. Il faut les accompagner pour que ces derniers puissent avoir ces instruments et puissent ne plus se laisser marcher dessus. Et surtout, puissent se sentir vraiment citoyens. Lorsqu'ils n'ont plus ce droit d'être citoyens, c'est là que vous entendez chanter dans les rues souvent « One, two, three, vive Algérie !»« Ouais, moi je suis Gabonais, ouais, moi je suis Zaïrois, moi je suis ceci. » Parce qu'ils ne se sentent plus français. Parce qu'à chaque fois, on lui remet dans le visage « T'es pas français, t'es noir, tu es arabe. » On est français. Moi ici, j'ai une voisine, pour rigoler, pour vous dire, bon là aujourd'hui, elle ne peut pas trop rigoler, hein, parce que c'est une Ukrainienne. Pour rigoler, elle dit, Monsieur Stéphane, comment je sors avec des jeunes, on les contrôle eux, mais pas moi. Pourquoi? Je dis, mais c'est normal, tu es caucasienne. Elle dit, c'est quoi caucasienne? Elle dit, tu vois, tu ne connais même pas. C'est ce que les autres appellent blanche. Elle dit, ah d'accord, parce que je suis blanche. Mais moi, je ne suis pas française. Moi, je suis ukrainienne. Je dis, oui, mais comme tu es blanche, on te prend pour une française. Parce qu'on confond tous les caucasiens dans un même moule. Elle dit, ah, ça c'est dégueulasse. J'ai dit, oui. Et c'est pour ça que M. Zemmour utilise ça. Quand il dit, le nombre de migrants en France est de tel volume, il oublie que les gens des pays de l'Est, les Russes, tout ça, sont aussi des migrants qui immigrent ici. Et ils rentrent dans ce quota de migrants. Parce qu'il n'y a pas de migrants du Nord, migrants du Sud, hein. C'est migrants, simplement, qui sont enregistrés. Ils vont tous à la préfecture pour demander des titres de séjour. Il oublie de le dire. C'est pour ça, quand il fait sa pleurnicheuse en disant « Oui, il y a le grand remplacement », je dis « Oui, il y a le grand remplacement. Moi, Stéphane Tautu, je suis ton grand remplacement. Parce que je suis français et je vis avec toi. Et si toi, tu n'es pas content, comme le dirait un président qui était là à l'époque, celui qui n'aime pas la France, qui quitte la France. Donc, si M. Zemmour n'aime pas les Français, moi, ce n'est pas la France. S'il n'aime pas les Français, qui quitte la France. On ne force pas quelqu'un. Comme on dit dans une famille, on ne force pas les enfants à s'aimer. Mais on les apprend à vivre ensemble. Et moi, je vais apprendre la nation à vivre ensemble, main dans la main, à construire ce pays. Parce que nos ancêtres ont construit beaucoup ici. Et quand je dis nos ancêtres, parce que avant 1960, il n'y avait pas de pays africains. Est-ce que M. Zemmour oublie? Avant 1960, il n'y avait pas de pays africains. Il y avait des colonies africaines. Et des colonies françaises, on disait. Parce qu'avant, c'était la France. Citoyen français. Avant, on les prenait, on leur disait, c'était qui vos grands-parents? Mes grands-parents sont des Gaulois. Ils le récitaient. Donc que M. Zemmour aille revoir son histoire qui troque pour venir dans la vraie réalité. Parce que s'il ne le fait pas, demain, si on a des problèmes, c'est à cause de lui. Oui. Si on a des problèmes au niveau éducatif, au niveau institutionnel, au niveau santé, c'est à cause de lui. Parce qu'il aura stigmatisé la population. Et souvent, ce que je lui dis, pour le rassurer, tous les petits boulots de merde que personne ne veut, ce sont ces migrants-là qui le font. À 4h, 3h du matin, c'est eux qui s'élèvent, qui font travailler le métro. C'est eux qui font travailler les TGV. Les avions que nous prenons dans les rues, c'est eux qui balayent, qui astiquent tout. Dans les hôpitaux, on n'en parle pas. Quand on finit d'opérer, qu'il y a du sang. Et il est où l'homme de salle? Tu me nettoies tout ça. Mais l'homme de salle, c'est un migrant. Non, non, c'est pas un migrant, c'est un Français. Souvent, il est bien bronzé que moi. Ou souvent, il est, comme on le dit, il est beurre. Mais arrêtons de nous voiler la face. La France nous appartient à tous.
et travaillons main dans la main. Et je sais que nous pouvons réussir. C'est pour ça, comme je l'ai dit au niveau sécuritaire, moi, les peines planchées, il y en aura. Et pour des crimes commis, des grands crimes, pas pour des petits crimes. Parce que moi, je mettrai en place l'obligation pour chaque crime de travailler, de se racheter auprès de la société. Et donc d'aller réparer son fait. C'est pour ça que je dis, ceux qui seront en prison ne vont pas être en prison juste enfermés et se tourner le pouce pour attendre la période où ils vont sortir de prison. Non. Vous allez travailler pour rembourser la société. Vous avez volé, pas de problème. Tu as caché les milliards, pas de problème. Les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans que tu dois passer en prison, tu travailleras pour rembourser déjà la société. C'est ce que je vais mettre en place. Parce que je pense qu'on a oublié quelque chose. Avant, ça existait. Avant, on appelait ça les bagnes. Dans les bagnes, les gens travaillaient. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à construire là-bas les Antilles, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, l'île Maurice, c'était nos bagnes. On était fiers d'emmener les personnes là pour travailler, pour les enfermer à vie là-bas. Moi, je n'enferme pas à vie, mais je vais respecter simplement le droit institutionnel. Quand on dit ici en France, c'est terminé, on ne tue plus le citoyen. La peine de mort est abolie. Mais on prend notre armée pour aller tuer dans les pays étrangers. Des criminels en disant oui, il est criminel donc on l'a tué. Non, il faut l'arrêter. Puisqu'ici on arrête le citoyen. Arrêtons-le, jugeons-le, enfermons-le, mais ne le tuons pas. Sauf s'il riposte contre nous, oui, on a le droit de se défendre. Ça, c'est ça la loi. C'est ça le respect de la loi et de la dignité. Et c'est ça que je vais défendre. Et j'ai besoin de vous pour pouvoir le défendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit, venez m'écouter. Parce que beaucoup veulent savoir c'est quoi mon projet, c'est quoi ma vision. Et comme je l'ai dit, j'ai écrit des documents. Mais beaucoup ne le lisent pas parce que je ne suis pas médiatiquement connu. Une petite anecdote. J'ai appelé plusieurs fois l'émission Touche pas à mon poste. Est-ce qu'on peut passer là-bas? Non. Est-ce qu'on peut passer là-bas? Non. Vous ne vendez pas pour l'instant. Est-ce qu'on peut passer là-bas? Non, vous ne vendez pas. Mais il y a 2 jours de cela, il utilise ma photo pour faire une chanson comique. Les petits candidats inconnus. Ah, c'est bizarre. Là, maintenant, on nous demande, là, j'ai des appels. Est-ce que vous voulez passer maintenant, touche pas à mon poste? J'ai dit pourquoi? Non, vous êtes dans les candidats inconnus, on voudrait maintenant vous faire connaître. J'ai dit d'accord, pas de problème. Mais laissez d'abord, quand on aura fini le 4 mars, et que je serai vraiment plus candidat, là, je viendrai pour pouvoir vous parler. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Au moment où on avait besoin de vous, c'était depuis le mois de novembre, où on avait besoin de vous, pour se faire connaître. Ce n'est pas à la fin des parrainages que moi, je se fait connaître. La dame dit, bon, comme vous voulez. Donc vous voyez l'hypocrisie des médias, l'hypocrisie de tout, qui font qu'aujourd'hui, on a choisi déjà les candidats qui vont aller. Mais c'est toujours les mêmes candidats. À quand le changement? Et c'est pour ça que je dis, je vais commencer à construire ici avec vous l'avenir. De telle sorte qu'en 2027, si un candidat parmi nous doit se présenter, il n'aura plus à courir après les signatures. Il aura déjà ses signatures. Parce que ça sera un nouveau parti, une nouvelle vision. Quelqu'un qui n'est pas connu m'a appris cela. Il ne s'exprime pas comme tout le monde parce qu'il n'a pas le verbe O. Mais il s'exprime avec ses tripes. C'est M. Jean Lassalle. Deuxième fois qu'il se présente, et deuxième fois, il a eu, avant même des candidats connus, ses signatures. Pourtant, il n'est pas à la télévision. Mais il a juste fait quoi? Il a dit aux citoyens, debout la France, battons-nous, allons à la ruralité, retournons à la terre, car la terre ne nous mange jamais. Tant qu'on plante quelque chose, ça produit. Les agriculteurs ont besoin d'être réconfortés, d'être écoutés. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le salon de l'agriculture qui se lance, moi c'est le salon des humains que je lance aujourd'hui. Pour que nous puissions continuer ensemble pour construire la France. Je vous remercie. Voilà donc, c'était mon petit discours. Je n'ai pas le fin de campagne présidentielle, mais le début d'action pour la France.
Et donc j'espère avec vous construire quelque chose. Et donc je vous remercie tous et toutes d'être venus. Et à très vite. Très vite. Très À bien. très vite. Bravo.